Qui a été édité il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois, sur une thématique qu'on vient chère. Et cet ouvrage qui s'intitule La régionalisation au Maroc, des errances au projet sociétal. Je dis en toute sincérité, je remercie Serge Dassac de m'avoir permis justement d'exposer une seconde fois, après m'avoir fait l'honneur justement d'être mon lecteur critique au niveau de l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme. Et je me rends compte de plus en plus que finalement j'aurais dû faire appel à lui en travaillant cet ouvrage parce qu'il m'aurait apporté énormément de choses. Quoi qu'il en soit, je les retiens et d'ouvre la perspective d'une mise à niveau, d'une revue de l'ouvrage. Bien, la régionalisation au Maroc des errances au projet sociétal, comme l'a dit Serge la dernière fois, cela paraît comme étant un effet de mode. Un effet de mode. Beaucoup de gens me disent qu'ils tombent à point nommé. Je vous l'avoue, c'est là la moitié d'un travail qui m'a coûté beaucoup d'années. Et initialement, c'était sur le développement territorial. Le développement territorial, et puisque la problématique de la régionalisation a été posée en termes de réforme, j'ai pris justement ce développement territorial, puisque le territoire est pour moi la clé fondamentale et la clé de voûte pour tout développement. Nous nous entendons sur le développement. Ce que je veux dire par développement, c'est une intégration sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. D'une manière certes différenciée, mais en tout cas, il faudrait que nous soyons tous concernés et fédérés au niveau de processus de production. Et je me suis posé la question d'abord, parlons de régionalisation, deux questions fondamentales. Pourquoi et pour qui la régionalisation? Pourquoi? Ce qui veut dire que le développement actuel mis en œuvre génère des dégâts, génère des déchets. Et il faudrait donc qu'on ait une alternative pour suppléer aux carences qui est poussée à leur paroxysme, deviendront pas des dangers, et sont des dangers. Et pour moi, les manifestations, les dernières manifestations, depuis mai 2003, depuis Casablanca jusqu'à Marrakech, ne sont que des aspects, ne sont là que des aspects apparents de l'iceberg. Si nous ne saisissons pas des dysfonctionnements, ce sont ces dysfonctionnements qui se saisiront de nous. Et les dégâts seront peut-être beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus meurtriers et mortifères qu'ils ne l'ont été, notamment pour ce qui est des événements de Marrakech. Je suis parti un peu du développement classique. Et le développement classique, qui à mon sens a généré des dégâts, des déchets, des dysfonctionnements, des dissonances, pas des dissonances. Et voilà que nous est décliné la perspective d'une alternative en matière, justement, dans la discipline de la régionalisation. Justement, ces différents j'ai analysé les dysfonctionnements, et les dysfonctionnements qui vont du matériel jusqu'à l'immatériel. L'immatériel, c'est la dissociation. Le matériel, c'est la pauvreté, poussée à passer par l'autisme, générera des exclusions, pour ensuite se traduire par des risques et donc la peur. Sachant pertinemment que la peur est une régression, est une évolution, pas une évolution. De l'analyse du développement classique et des dysfonctionnements qu'il génère, je me suis saisi de l'alternative, à savoir les fondamentaux du développement régional. Et je me suis attaqué, c'est d'abord un essai, ça n'est pas une analyse parallèle de la commission consultative, quoi que ce soit, c'est un essai, c'est une réflexion. Et pour moi, la régionalisation, par-delà le découpage administratif, c'est d'abord une échelle de changement.
Une échelle de changement qui s'appuie sur des fondamentaux, sur des éléments que sont justement de la démocratie. Donc, faut-il s'arrêter sur ce concept pour voir qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur de la démocratie. Je me suis rendu compte, je suis un enfant des années 70, donc du siècle passé, où la démocratie toute seule ne voulait rien dire. On parlait de démocratie politique, on parlait de démocratie économique, de démocratie politique, de démocratie politique, de démocratie par rapport à l'idéologie. Voilà que le concept ne prend plus d'adjectif, il n'y a plus d'adjectivisation qui se suffit à lui-même, tout comme le développement d'ailleurs. On a l'impression que le développement est singulier, alors qu'il est pluriel. Alors qu'il est pluriel, et justement les éléments de la démocratie, enfin les éléments de la régionalisation que sont la démocratie. Et là, je me suis saisi dans un deuxième point du pouvoir. Pouvoir, d'abord, je l'ai interpellé en tant que substantif. En tant que substantif, en tant que domination, en tant qu'élément de la domination. Et je l'ai saisi aussi en tant que verbe. Un verbe pouvoir. Je peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et nous confions ce verbe à ceux qui ont les moyens, les capacités, les capacitation pour l'exercer mieux que nous pourrions le faire. Je me suis saisi aussi de son corollaire, comme vient d'Albaudet actuellement, quelle autonomie. Quelle autonomie, d'aucuns, lorsqu'on parle d'autonomie, pensent essentiellement aux provinces sahéliennes. Je crois que le texte, en tout cas le rapport, et surtout le titre au niveau du projet de la Constitution, ne parle ni du Sud ni du Nord. Et que la régionalisation et l'autonomisation concernent tout le territoire national, de son extrême nord jusqu'à son extrême sud, de son extrême ouest, jusqu'à quoi du Cantal. Et puis, bon, à la gouvernance sur laquelle je ne me cache pas, en tant qu'élément du développement classique, pas du développement classique, du développement néolibéral, je préfère la gouvernabilité. C'est-à-dire de placer les décideurs du pouvoir, les détenteurs du pouvoir, dans une situation de dépendance de ceux qui leur ont confié le pouvoir. Par la suite, bon, je saisis par la régionalisation en tant que fondamentaux, justement à travers les dimensions et les caractéristiques que doivent avoir. Pour ensuite parler du territoire, du développement régional. La première des questions, autant cela paraît facile lorsqu'on parle du découpage administratif, autant cela est complexe. On sait que le territoire, qu'il n'y a pas de territoire en soi, que le territoire n'existe que par la représentation que se font les populations qui habitent ce territoire. C'est une complexification que j'ajoute justement à l'approche, et je veux dire en toute sincérité, réfléchir à la régionalisation, c'est réfléchir à un projet sociétal, et un projet sociétal n'est ni trop facile, ni trop facile encore à prendre dans le temps. J'ai toujours émis des réserves en voyant un peu le projet de la régionalisation réfléchi en l'espace de, d'abord c'était 5 ou 6 mois, par la suite ceci a été, on leur a donné un sursis de pas de 6 mois, de 6 mois de plus ou de 5 mois de plus. Je crois que c'est là véritablement de faire dans un cahier de charge qui est beaucoup plus n'est pas cartographiable, enfin, c'est ce que je vais dire. Il faudrait justement s'arrêter un certain temps pour voir quelle est la perception du territoire, on se fait pour ensuite se saisir de ces paradoxes. Et puis quels sont les constitutifs du territoire? Est-ce que le territoire est donné? Est-ce que le territoire est voulu? Est-ce que le territoire, c'est tout simplement un vivre ensemble? Les fondamentaux, les acteurs, enfin, le territoire, et tout ça ne saurait fonctionner sans les acteurs. Et, les approches des acteurs, qui est acteur finalement? Parce que jusqu'à maintenant, étaient considérés comme étant acteurs, jusqu'à pas très longtemps, les institutionnels. Depuis un certain temps, on parle des non-institutionnels, mais pas des ONG. Dans mon esprit, les véritables acteurs restent sans effet tant que ce capital est commandé par la croissance économique. Et nous savons très bien que la croissance économique est élitiste, est exclusive.
et que la croissance économique, c'est moi l'utilisation de l'expression, le cadet de ces soucis, c'est justement l'intégration sociale. C'est juste l'intégration sociale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'attrait que continue d'exercer cette accumulation du capital, pourtant avec tous les effets que cela va faire, compétition, pillage, sans retenue des ressources naturelles, corruption, et le fait d'ajouter, comme je l'ai dit, des qualificatifs n'est qu'un euphémisme pour embrouiller justement la réalité combien douloureuse et combien dissonante. Alors, face de cela, le globalisé, lorsque nous parlons de globalisé, nous sommes devant un sujet, enfin un fantasme. C'est un sujet fantasmé. Quand on lui ajoute la gouvernance qui maintenant ne parle pas de gouvernance, qui est érigée en tant que culture uniforme et tautologique, en tant que religion globale et unique, et comme autant des devins et des oracles, cette globalisation, cette gouvernance sont méditées à l'intérieur de rituels économiques qui omnimarchandisent pratiquement tout ce qui est, jusqu'à la culture. La culture elle est intéressante que dans son aspect folklorique. Dans la mesure où elle peut drainer, des touristes. En tant qu'arme de résistance, elle est évacuée. Elle est évacuée, et donc, dans ce système que nous vivons, selon que l'on soit puissant ou misérable, c'est la surconsommation ou la laideur extrême dans ses aspects tragiques et primaires. C'est la réalité que nous vivons. Le pays vit à un état de déprédation où le trop règne en maître absolu. Trop de difficultés cohabitent au coup de doigt, trop de biens, trop de pouvoir, trop de terre, trop de facilité. J'ai l'impression, cela vous paraîtra peut-être un peu maximaliste, j'ai l'impression que le pays vit une situation d'overdose de toutes parts. Il vit un darwinisme social, un état de déprédation. Un état de déprédation, et nous avons l'impression de vivre dans une jungle dévastatrice et prédatrice. Et tout cela sous le masque d'un exercice d'un état libéral qui conduit, à mon sens, à l'anomie. À l'anomie, laquelle isole et décompose en éléments épars un agrégat d'individus, ce qui représentait un tout indissociable, où le construit social jouait une place fondamentale en tant que supplétif aux dégâts enregistrés par l'État. Je parle ici de la solidarité existentielle, et non pas de la solidarité assistentielle, qui accentue beaucoup plus la laideur qu'elle ne la corrige. S'agissant des fondamentaux de la régionalisation, je le dis en toute sincérité, la régionalisation dont je parle n'est ni un mode ni un modèle. Elle constitue une expérience, une alchimie. Une alchimie qui s'opère, qui s'élabore, qui se passe dans des laboratoires. Et les laboratoires, pour moi, ne sont autres que les territoires. Les territoires, et puis d'où la difficulté, d'où l'exercice, la difficulté de l'exercice qui me paraît le plus scabreux, c'est justement pour quel critère de choix, quel type de choix, quel type de région choisir, quelle orientation emprunter. Faut-il emprunter à des orientations mécaniques et mécanistes qui découpent le territoire en des espaces inertes sur lesquels on peut agir et réagir à sa guise? Ou faut-il justement emprunter à des orientations, qui structurent l'espace autour de spécificité, autour de solidarité, autour d'identité naturelle, sachant pertinemment que jusqu'à présent, jusqu'il n'y a pas très longtemps, cette orientation a été éludée, voire même évacuée, voire même honnie par certaines forces politiques, et qu'elle était montrée comme étant un jeu pour réveiller l'hydre de l'air, le monstre communautariste, ou le monstre ethnique.
crois qu'il suffit de rouvrir les pages du Maroc pour se rendre compte que le Maroc, ne serait-ce que pour s'arrêter à l'islamisation du pays, a toujours existé, et Hassan II adorait répéter cette phrase, que le Maroc était plural et pluriel. Jusqu'il n'y a pas très longtemps, nous avons toujours fonctionné dans le cadre de nos rivalités sans pour autant qu'elles menacent l'unité du pays. C'est normal, c'est vrai qu'on pourrait nous rétorquer comme quoi, attention, Bled Siba, Bled Mkhizen, mais je crois que nous n'avons là que des lectures, disons, assez partielles et partiales même, partiales de ce qu'est justement Bled Siba et Bled Mkhizen, et que cela mérite quand même qu'on réinvestigue cette période. J'en suis certain qu'elle nous apportera énormément de réponses. Par ailleurs, jusqu'il n'y a pas très longtemps aussi, tous les décideurs politiques, aussi bien les leaders des forces politiques canonnent et chantent louanges de consensus. Le consensus, j'ai toujours trouvé que c'était ridicule de parler de consensus. Déjà que quand vous avez un atelier d'une vingtaine de personnes, vous n'avez pas de consensus. Il y a toujours une conflictualité, il y a toujours un débat. Alors, a fortiori, lorsqu'on parle de consensus, de vote par consensus, au niveau de 30 millions d'habitants. Et le consensus, c'est tout à fait normal, on parlait de consensus au niveau d'une démocratie procédurale, que moi je qualifie comme étant une hypocrisie de façade. Peut-être que nous sommes en train d'investiguer actuellement les pistes pour essayer de construire ce qu'est véritablement une démocratie. Je ne dirais pas, pour reprendre des approches modélistes, une démocratie participative, mais en tout cas, je voudrais qu'on puisse réintégrer cette démocratie qui est délibérative, où le débat, où le débat était présent du matin jusqu'au soir. Et là, c'est une réalité. Malheureusement, nous n'avons jamais fait d'effort pour la transmettre à de l'autre côté. Tout ce qui arrive de l'autre côté, c'est une absence de démocratie, et personne ne sait comment sont gérées, par exemple, la gestion de l'eau dans la région. Il n'y a pas très loin d'ici, dans l'eau d'irrigation au niveau du fleuve, où il n'y a ni organisme étatique ni quoi que ce soit, et il faut que cela se fait dans le cadre de la délibération. On passe à la délibération, et donc une gestion vernaculaire. Je ne suis pas passéiste, donc je ne voudrais pas replonger dans le passé, pas dans le passé, mais je voudrais que nous acabons d'abord d'aller chercher de l'autre côté. Nous puissions revisiter en profondeur ce que nous avions. Nous avons parlé de la décentralisation comme étant quelque chose d'extraordinaire, et j'en suis condamné. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des prémices de décentralisation sans qu'elles disent un an chez nous? Je ne présume de rien, mais je crois qu'il faudrait, ce sont des choses qu'il faudrait justement réinvestiguer. Nous sommes en train de vivre une situation où je n'arrive pas à les définir. Généralement, je les appelle des ovnis. C'est une analogie avec les ovnis, les objets volants non identifiés. J'ai l'impression que nous sommes gérés par des ovnis, des objets politiques non identifiés, où il n'y a ni idéologie, ni pacifié, c'est plus que ça, on dirait domestiqué. Donc, enfin, domestiqué, et nous ne tenons même plus compte de ce qu'elle pourrait, de ces réactions. Et privilégier cette approche, c'est justement, et privilégier aussi des vérités prétendument immanentes. Tout à l'heure, on en parlait de ce qui est de la globalisation comme étant presque une fatalité. Une fatalité, il faudrait plier les chines et laisser passer les vents. Je crois que s'inscrire dans cette logique, c'est privilégier des fictions au détriment de la raison. Et nous avons le devoir, justement, de nous attacher à la raison. Pour cela, dans le cadre des fondamentaux, justement, il faudrait réenclencher ou redynamiser la responsabilité et la réappropriation des ressources. Parce que jusqu'à présent, jusqu'il n'y a pas très longtemps, tout nous était donné de ces espaces symboliques
de ces espaces symboliques, et puis voilà que il y a un vent qui voudrait que nous réapproprions justement nous réapproprions ces ressources, aussi bien matérielles qu'immatérielles, dans le cadre du renforcement du lien social et par la fédération justement et la médiation. Alors, ces fondamentaux doivent s'opérer et être expérimentés justement sur un territoire. Alors qu'est-ce que c'est le territoire? L'organisation du territoire est mise justement par le renforcement de l'intégration, à l'effet de transcender les dysfonctionnements, en tout cas à l'effet d'assumer les dysfonctionnements. Le territoire ne nous donnera pas la clé magique pour venir à bout, de nos problèmes, et nous permettre de toutes les manières de nous approprier ces dysfonctionnements et de les assumer, grâce justement à une régulation superficielle. Le territoire est à la fois une donnée géographique, c'est sûr, une œuvre humaine, une production sociale. Et il est marqué aussi par le passé et par les remaniements qu'il subit en profondeur. Et je le disais, je le répète, qu'en fait, il n'y a pas de territoire en soi. Il n'y a pas de territoire en soi cartographiable. Il n'existe, enfin existant au dehors des représentations que ce sont la population de ce territoire. Lorsque je dis les ailes, voilà, enfin nous avons le territoire, mais est-ce qu'il suffit de se voir reconnaître un droit pour l'exercer? Je crois que l'exercice du droit, on en parlait tout à l'heure avec l'état de droit, tout à l'heure au déjeuner, de l'état de droit, un droit, quand bien même décliné, si les gens ne se l'approprient pas, s'ils n'ont pas la puissance de le négocier, il restera lettre morte, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa puissance. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le territoire est d'abord d'esprit. D'abord d'être physique, il est d'esprit. Il signifie un vivre ensemble. Un vivre ensemble, il se situe du local, du régional en l'occurrence, jusqu'au national. Pourquoi? Parce que seul le territoire permettra justement de libérer les capacités à agir et les compétences, enfin les capacités à agir de ceux qui l'habitent. C'est ce que j'appelle le conatus, c'est-à-dire cette énergie positive qui fait de nous des acteurs pleins. Mais encore faut-il que nous soyons en paix avec nous-mêmes, encore faut-il que nous nous réapproprions pratiquement tout ce qui nous compose. Je suis acteur sur le plan économique, il faudrait que je sois aussi acteur sur le plan culturel. Sur le plan culturel, c'est-à-dire que finalement, il ne faudrait pas que les stigmatisations, c'est vrai qu'elles peuvent dynamiser, mais les stigmatisations du Blitz aussi dans leur négativité, puissent véritablement, j'allais dire, handicaper ma puissance à agir, mes capacités à agir. Pour agir, il faudrait que je sois un acteur libéré dans toutes mes dimensions, y compris les dimensions sociales. Et lorsque je parle du social, je me démarque encore de l'approche assistentielle. Le social, c'est le fait de vivre en société. Et donc de réveiller les éléments fondamentaux qui font de moi un être, ce sont les espaces de solidarité. Et encore une fois, ma solidarité, pas la solidarité, nous démarquons de l'aspect assistentiel, c'est-à-dire de cet monde utilisé ou instrumentalisé comme étant dans le cadre du business charity. Pour s'exclure de ces impôts, on fait quelques actes de mécénat pour justement nous virginiser. La solidarité dont je parle, c'est cette solidarité existentielle que je n'existe que parce que l'autre existe et que je n'existerai en aucune manière en paix si l'autre constitue un danger pour moi. Alors, les acteurs, pour qu'ils puissent véritablement réaliser ce dont j'ai parlé, c'est que la puissance des acteurs, avant qu'elle impacte sur l'extérieur, sur le territoire, sur le devenir du pays, la puissance de l'acteur est d'abord intérieure. C'est ce que j'appelle retrouver la paix avec soi-même. La paix avec soi-même, et que je me réconcilie finalement
on voyait que les couleurs nationales ne sont pas les couleurs nationales de Mokadem Mouchir, mais les miennes. Que Nashid al-Watani n'est pas le propre d'un système négatif, d'un système impérialiste ou je ne sais quoi, mais ce sont mes symboles. Ce sont mes symboles et je ne serai opérant que si véritablement je fais la paix avec cela. Ça demandera le temps qu'il faudra, mais il faut d'abord le faire. Alors, cela passera justement par une conscientisation que j'appelle un processus par lequel la société s'éveille sur sa réalité. Est-ce que nous sommes conscients de la réalité que nous vivons? Je ne le crois pas. Cela suppose aussi un autre élément, c'est la mobilisation. La mobilisation que je définis comme étant le pouvoir collectif permettant d'édifier l'action et de la construire. Troisième élément, c'est l'organisation pour appréhender justement la société dans ses effets collectifs. Et vous avez relevé que je me démarque de l'approche individualiste et individualisante. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'adresse aux acteurs, lesquels sont tous ceux dont les qualifications et les compétences se prédestinent à jouer un rôle constructif et constructiviste dans la réalisation des politiques de développement. Les politiques de développement ne sont pas celles de l'extrême minorité, elles affectent, elles touchent dans la différentialité l'ensemble des populations. Et tout cela pour justement retrouver une démocratie forte, implicative, fédérative, et pour justement contourner ou endiguer le risque de manipulation de ce principe de démocratie forte dans laquelle nous sommes déjà enclenchés pour que rien ne change, et donc relancer ou repériniser ce pouvoir dominant. La régionalisation, en parlant de cela, doit s'accompagner justement d'un vaste chantier de réforme. Alors, à mon sens, les réformes sont tous ce qui touche le secteur politique et socio-économique. Elles doivent se fonder sur des processus de changement. Je dis bien processus, c'est-à-dire c'est déjà l'évolution, la progressivité. La progressivité, alors jusqu'à présent, toute la réforme qui avait été enclenchée, on annonce la réforme quant à l'échéancier, quant à la progressivité, quant à la méthodologie à emprunter, je crois qu'on l'évacue, parce que justement le décideur n'est pas convaincu lui-même des réformes. Alors le tout, finalement, doit nous amener à concrétiser un projet sociétal régional, qui consiste justement en une prise de position du changement. Mais comment construire ce projet sociétal qui finalement doit être la synthèse des travaux de fond qui doivent être opérés par notre intelligentsia? Est-ce que, actuellement, on peut parler d'une intelligentsia libre et critique? Et surtout, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une intelligentsia qui est en train de sombrer, elle a déjà sombré, dans un silence complice, et qui se détourne des engagements jadis défendus. Les années 70 ne sont pas très loin, surtout pour les jeunes, jadis défendus au prix de tant de sang et de tant de privations. Cette intelligentsia, il suffit de regarder, pour même être myope et la voir, qui s'est installée de plein pied dans le paraître. Le paraître, je le mets en guillemets. Plus personne ne veut se saisir de questions fondamentales, de questions qui dérangent. Tout le monde voudrait caresser, passez-moi encore l'utilisation de l'expression, dans le sens du poil. Ne chagriner personne, ne choquer personne, dans l'espoir d'être appelé un d'être appelé un jour, et puis voilà que cette intelligentsia, justement dérangeante, perturbatrice, cette intelligentsia, ces Paul Sartre, par exemple, qui disait que qu'est-ce que c'est l'intellectuel? La réponse était sec et toute courte. Il disait c'est un homme qui dit non. Bien entendu, ce n'est pas un négativiste, ce n'est pas un nihiliste. C'est un homme qui dit non, dans le sens pas de la construction,
propos de Charles Chaumont qui voudrait dire justement qu'un homme littéraire, enfin le critique, ne se laisse jamais acheter en dépit de tous les apparats que pourrait produire justement le pouvoir, et il est très attractif. Et donc cette intelligentsia qui ne quitte plus, qui ne descend que rarement sur le terrain. Et lorsqu'elle se hasarde sur le terrain, elle se remet beaucoup plus aux autorités que l'investigation propre du territoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne sert pas. Elle ne sert pas une cause nationale. Elle s'en sert. Elle s'en sert dans ce carriérisme, et elle met, plus grave encore, elle met le malheur de la société au service de son égotisme. De son égotisme vil et miséreux, je veux dire tout simplement au service de ses prétentions individualistes et bien le décideur, donc, c'est pour cela que, justement, il faudrait réveiller cette intelligentsia de façon à ce qu'elle puisse construire, sachant pertinemment que lorsque le pouvoir se rapproche de la science, il s'agrandit. Et lorsque la science se rapproche du pouvoir, elle s'avilit. C'est là où elle se perd. Et dans cette orientation, le décideur régional doit renverser justement la pyramide de réflexion. Et ainsi agir sur la pyramide décisionnelle. Et donc se démarquer de l'application d'une politique à programme décidé exclusivement à partir du centre, ou décidé par le centre, ou pas décidé par le centre, sans aucune attente ou écoute des populations concernées. Nous avons essayé, dans le cadre de certains programmes, de certaines initiatives pour tenter justement le Maroc a eu ce courage justement de produire un ouvrage, c'est le cinquantenaire, enfin, je ne sais pas comment le titre m'échappe, ce bouquin qui passe sur les 50 années d'existence, la suite duquel est sorti l'INDH, où il reconnaît justement qu'en dépit de tout l'effort qu'il a consenti, je ne dirais ni bonne foi ni mauvaise foi, parce que le pouvoir ne connaît ni la bonne foi ni la mauvaise foi, il ne connaît que le poids et le contrepoids. En absence de contrepoids, il agira en toute la liberté sur le reste. Ces tentatives de l'INDH, par exemple, l'initiative nationale pour le développement humain, où c'est inscrit dans le cadre d'une approche ascendante, enfin pas d'une approche ascendante, et qui, en dépit de toutes les approximations, de toutes les erreurs, reste quand même très positif, et il faudrait donc alors, agir, renverser la pyramide décisionnelle par justement une réimplication et un apprentissage permanent et inclusiviste. Et là, le terme fort de cela, c'est le volontarisme. Le volontarisme, je crois que la question fondamentale, c'est à poser, c'est dans quelle mesure le pouvoir qui a toujours fonctionné à l'unicité, qui a toujours fonctionné sans se concerter, sans être capable de partager de partager avec nous. Surtout que les 50 années n'étaient pas justement que des années de quiétude ou d'exploitation purement matérielle. Le capital confiance a été érodé, et c'est monumental que le pouvoir puisse justement revenir vers la base et ouvrir le registre du débat. Je crois qu'il faut être téméraire, c'est pour ça que disons, la clé volontariste, un volontarisme réel de changer